la filière traitement des graisses. Et au niveau, donc voilà, vous voyez la forme conique. Lorsqu'on parle d'une forme conique, ça veut dire que ça va faciliter, bien sûr, l'évacuage des sables. Donc, pour extracter les sables, on utilise cette forme qui facilite en fait, il ne va pas, parce que si on a ici des coudes ou bien des endroits qui favorisent en fait voilà, donc ça va être colmaté dans les angles un petit peu vifs. Du coup, ça va être difficile de les éliminer. La forme conique, elle aide toujours donc à éliminer les sables. Donc, vous avez ici le principe de fonctionnement. Vous voyez que c'est un principe qui est simple. Donc, un principe qui utilise tout simplement l'effet naturel, l'effet de la pesanteur. Ce qui est léger, il va remonter. Ce qui est de grande taille ou bien de grand diamètre, il va se déposer. Et si on essaye ou bien on souhaite accélérer un petit peu le processus, on va souffler de l'air qui va, bien sûr, aider ou bien favoriser en fait la remontée des particules qui sont légères vers la surface. S'il vous plaît, vers la fin de la séance, je vais vous envoyer quelques vidéos pour chaque technique, parce que si on voit comme ça la vidéo, on voit l'ouvrage qui tourne et tous les mouvements, donc ça va être plus clair. Et vous pouvez voir comment on fait tourner les racleurs et comment ils vont racler avec eux, donc sous l'effet bien sûr de ces racleurs, on va avoir donc les graisses qui vont être par la suite pompées vers une filière pour traiter les graisses. Alors vous avez à ce niveau-là, c'est tout ce qu'on fait au niveau du pré-traitement. C'est éliminer les matières grossières, éliminer les sables sous l'effet de la pesanteur et la décantation, et éliminer les huiles et les graisses sous l'effet bien sûr de la flottation qui est naturelle. Alors, le dégraisseur a pour objet la retention des graisses par flottation naturelle ou accélérée par injection de fines bulles d'air. Ces matières graisses sont susceptibles de nuire à la phase biologique du traitement parce qu'il y aura des traitements biologiques, ça veut dire des traitements, quand on parle de biologique, ça veut dire qu'il y aura des bactéries. Donc, les bactéries, ils vont être exploitées pour décomposer la matière polluante, la matière organique, bien évidemment. Alors là, l'intervention des bactéries, il sera gêné avec l'existence de certaines matières voilà, huileuses ou bien de la graisse. Pourquoi? Parce que la graisse et les huiles, elles captent ces bactéries, ils emprisonnent ces bactéries, ils les empêchent en fait de faire leurs travaux d'une façon qui est, voilà, qui est correcte et qui est normale. Du coup, c'est très important en fait d'éliminer les graisses. Alors, le pré-traitement... S'il vous plaît, madame. Oui, monsieur. Je vais un peu poser la question. Vous venez de nous expliquer l'étape des grillages, des sableurs et des suyages. Alors, oui. Quand est-ce que l'étape des suyages et des graissages arrive? Avant qu'on arrive à l'étape si j'ai bien compris, avant qu'on arrive à l'étape des suyages, des graissages et des suyages, on va d'abord commencer à l'étape des grillages. Oui, exactement. Dans une industrie. Oui. Donc, vous avez, s'il vous plaît, donc, on commence par l'étape des grillages. Donc, la première étape, c'est le dégrillage. Exactement, c'est le dégrillage. Donc, la première étape, oui. Je vous suis, madame. D'accord. Donc, on commence par donc, maintenant, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le pré-traitement. On commence par un dégrillage pour enlever les matières solides qui sont de grande taille. Par la suite, il va rester toujours des sables parce que le dégrilleur, il ne peut pas éliminer les sables puisque leur diamètre, il est plus petit, il est plus fin. Du coup, ça nécessite de passer à travers un dessableur déshouilleur. Ce dessableur déshouilleur, c'est pour éliminer les sables et à la fois éliminer les graisses. Alors ça, c'est le pré-traitement. Ce pré-traitement, ce sont les 3 étapes qu'on trouve au niveau, par exemple, d'une industrie en interne
Mais malgré, par exemple, si on fait ce pré-traitement au niveau de l'industrie, malgré ça, toujours dans la station d'épuration, obligatoirement les eaux, ils passent par cette étape pré-traitement qui contient le dégrillage, pardon, le dessablage et le déshuilage. Pourquoi? Pour s'assurer encore plus qu'il n'y aura plus de graisse, il n'y aura plus de matière grossière, il n'y aura plus de sable qui peut passer vers les autres étapes. Donc, surtout, c'est pour protéger la station d'épuration. Et aussi, c'est logique, avant de commencer le traitement, on doit d'abord enlever ce qui est, ce qui est grand, ce qui est visible, ce qu'on peut voir. Et par la suite, on peut éliminer les autres matières en suspension qui sont beaucoup plus, mélangées, ça peut dire ça, avec l'eau. Et c'est difficile de les enlever en suivant un simple traitement physique. J'espère que c'est clair, s'il vous plaît. Claire. Maintenant, je vais te demander, pour éliminer des huiles, éliminer des huiles, vous avez un peu parlé, on souffle un peu de l'oxygène dans les racloirs pour que les huiles puissent se dégager dans la surface des eaux, dans l'étape de pré-traitement. Oui. Maintenant, vous allez, bon, parce que je ne vois plus l'image, nous ne sommes plus à cette image-là. Voilà. Oui. Depuis les dégrillères, à l'étape des dégrillères, c'est à ce niveau-là que vous allez commencer à souffler de l'oxygène. Alors, pour le souffleur, s'il vous plaît. Là se trouvent les flèches. Oui. Donc là, normalement, vous avez l'arrivée des eaux. Mais pour souffler de l'oxygène, ça se fait au fond. Pourquoi au fond? Parce que normalement, l'air, il a toujours tendance à flotter. Donc, il va... voilà, donc je vais utiliser une notation. Excusez-moi. Donc, à ce niveau-là, par exemple, on va souffler de l'air et cet air, normalement, il va remonter vers la surface. Alors, en faisant remonter vers la surface, vous avez tout ce qui est les huiles et tout ce qui est en fait graisse, il va remonter vers la surface. C'est comme par exemple, s'il vous plaît, si vous avez un verre d'eau et dans ce verre d'eau, vous allez mettre un peu d'huile, un peu de graisse et vous allez mélanger. D'accord? Après un certain moment, il y aura toujours la surface des graisses, il va toujours remonter, ou bien les graisses, pardon, ils vont toujours remonter vers la surface. Pourquoi? Parce qu'ils sont légères et ils se flottent. Mais imaginez si je souffle de l'air donc à travers le fond, comme ça, donc du fond vers le haut. Donc, ça va faciliter encore plus la flottation. Pourquoi? Parce que l'air et l'eau, ils ne sont pas les huiles, ils sont en fait, voilà, donc j'ai oublié le terme, ils sont hydrophobes surtout. Hydrophobes, ça veut dire qu'ils ne se lient pas avec de l'eau. Donc, s'il y a de l'air, ça veut dire qu'ils vont favoriser, ils vont créer des liens avec de l'air au détriment de l'eau. Donc, l'air, il va les apporter. Donc, il y a des substances qui sont hydrophiles, ça veut dire qu'ils se mélangent avec l'eau. Ils vont créer un mélange qui est homogène. Il y a des substances qui sont hydrophiles, ça veut dire qu'on ne peut pas les mélanger avec de l'eau, comme les huiles. Du coup, s'il y a une autre substance, ils vont se lier, ils ont tendance à se lier avec cette substance parce qu'ils n'aiment pas l'eau, ils sont hydrophobes. Du coup, si je souffle de l'air ici, donc l'air, il va monter, les graisses et les huiles, ils sont hydrophobes, donc ils vont s'attacher aux bulles d'air et les bulles d'air, ils vont favoriser leur remontée vers la surface. On peut faire ça sans souffler de l'air, mais c'est question du temps. Parce que ici, on va pomper beaucoup d'eau usée, on n'a pas le temps. On peut favoriser l'opération en y rajoutant, bien sûr, les bulles d'air du fond vers le haut, comme ça, comme j'ai dit, les huiles, pardon, et les graisses qui sont normalement hydrophobes, ils vont se lier avec les graisses, ils vont favoriser le remontée vers la surface. D'accord? J'espère que c'est clair un peu. Oui, c'est clair, madame. D'accord? Donc, vous avez les eaux. D'accord. Oui. Donc, j'ai ici une autre... Je dis c'est clair, c'est clair. D'accord. J'ai ici une autre image, en fait, pour vous expliquer encore plus
Comme c'est promis, vous allez nous envoyer la vidéo. Oui, donc au niveau de la vidéo, ça sera plus clair. Oui. Ça sera une très bonne. Ça sera plus clair à cette étape-là au niveau de la vidéo. Oui, parce qu'avec l'animation, c'est beaucoup plus clair. Je vous en prie. Donc ici, nous avons ce qu'on a, c'est la même chose, ça c'est l'étape pré-traitement, c'est l'ouvrage de pré-traitement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arrivée des effluents à ce niveau. Donc les effluents, ils arrivent de l'industrie, du réseau d'assainissement, réseau urbain et ainsi de suite. Donc vous avez l'arrivée des effluents à ce niveau. Donc vous avez bien sûr un relèvement en amont à travers des pompes et tout. Et vous avez ici l'étape dégrillage. Donc, on va faire un dégrillage. Ça, c'est le dégrilleur, en fait. On va faire un dégrillage et vous avez des refus des dégrillages qui vont être transportés vers l'étape traitement des dégrillages. Alors, pour les refus de dégrillage, ce sont tout simplement des déchets solides. Ça veut dire qui va être appliqué aux déchets solides va être appliqué au refus de dégrillage. On peut faire une valorisation matière, on peut faire une valorisation énergétique, on peut faire une simple élimination. Donc, vous pouvez choisir, bien la station en fait est choisie la méthode convenable. Après le dégrilleur, vous avez le dessablage et le déshuilage. Donc, à ce niveau, nous avons notre dessableur-déshuileur. Vous voyez ici le fond conique dans notre, de notre dessableur-déshuileur. Cette fois-ci, vous avez deux ouvrages qui sont séparés parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de technologies. La technologie la plus utilisée, c'est que nous avons un seul ouvrage et dans cet ouvrage, on fait les deux à la fois. On fait le dessablage, on fait le déshuilage. Dans cet exemple, vous avez un dessableur, ça veut dire vous avez le fond conique et tout. On élimine les sables, donc vous avez reprise et lavage des sables parce que les sables, ils vont être lavés par la suite pour éliminer voilà, toute matière toxique possible, toute pollution. Et ces sables, ils sont parfois valorisés au niveau, par exemple, les techniques VTP ou les utilisent pour la construction et ainsi de suite. Et vous avez ici les huiles qui flottent sous l'effet des bulles d'air ou bien sous l'effet naturel selon la technique employée. On va les éliminer donc, et on va aussi les pomper vers voilà, des filières qui sont spécifiquement dédiées à l'élimination des graisses ou bien le traitement des graisses. On va voir en quoi consiste le traitement des graisses par la suite. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. Donc, ici, vous avez traitement des refus de dégrillage, c'est la première valorisation, parce que vous avez ici, normalement, on sait qu'en fait, les refus de dégrillage, généralement, ils ont une teneur élevée en matière organique. Donc, généralement, ils ont une teneur élevée de matière organique. Ça veut dire, la matière organique, ça veut dire qu'il y a toujours un potentiel biométhanogène. Alors, vous savez, si vous avez par exemple des restes de légumes, des restes de fruits, des épléchures, des déchets verts, vous les mettez au niveau, par exemple, d'un bac fermé. Après un certain temps, vous allez commencer à sentir une odeur de fermentation. Alors ça, c'est tout simplement le processus de biométhanisation. Ça veut dire qu'il y aura des bactéries qui vont se développer là-dessus et qui vont dégrader la matière et qui vont générer du biogaz ou bien le méthane tout simplement. Du coup, au niveau de la station d'épuration, vous avez la même chose. Donc, ces déchets ou bien les refus de la phase des grillages, bien sûr, il faut éliminer aussi, il faut séparer ça de tout ce qui est plastique. On peut trouver des sachets en plastique, du carton, quelques métaux par exemple. Ça, ce ne sont pas des déchets qui sont organiques, donc ce sont des déchets recyclables, on peut les recycler. Mais pour les déchets qui sont de nature organique, qui est la grande teneur en fait au niveau de ce type de déchets, ils ont un potentiel biométhanogène, comme j'ai dit, et on peut l'utiliser pour notamment une valorisation énergétique. On peut les mélanger avec les déchets solides, les autres déchets solides qui proviennent de d'autres activités, et on peut faire de la biométhanisation. Ou bien, tout simplement, on peut les éliminer dans une station ou bien dans un site d'enfouissement technique. Donc, on peut faire une biométhanisation pour générer
du biogaz, bien du méthane, qui est un gaz énergétique. Ça veut dire on peut l'utiliser pour le chauffage sanitaire, pour l'éclairage aussi. Donc, vous avez des ouvrages industriels spécifiquement utilisés pour ça. On les appelle les biodigesteurs. Dans les biodigesteurs, on a donc l'utilisation des déchets solides organiques afin de produire de l'énergie électrique ou bien de l'énergie thermique. Alors, à ce niveau-là, les déchets de la station, ils vont être traités comme les déchets solides voilà, qu'on fait voilà, collecter au niveau urbain ou bien au niveau tout simplement des industries également. On peut faire aussi un compostage, ça veut dire une valorisation en matière. Un compostage, bien sûr, avec les autres déchets solides. On peut faire un compostage, on peut fabriquer du compost naturel pour l'utiliser comme fertilisant du sol. L'essentiel, c'est que ces déchets, ils ne doivent pas être éliminés directement dans la nature. Sinon, tout ce qu'on fait, parce que ici on traite des eaux, ça veut dire qu'on cherche à éliminer la pollution. Du coup, si je laisse ça dans la nature, c'est comme si je fais évacuer directement les rejets dans la nature et je n'ai rien fait. D'accord? Vous avez ici pour l'étape des sablages, on aura des sables, donc vers les laveurs de sable pour laver les sables et pour les réutiliser, les laver, les sécher et les réutiliser. Pas forcément que ça va se faire au niveau de la station elle-même. Peut-être qu'il y aura l'intervention de plusieurs entités. Peut-être qu'il y aura un autre site pour valorisation des refus, des déchets, pardon, et aussi de sable et de graisse. Donc, pas nécessairement au niveau de la même station d'épuration. Et troisièmement, vous aurez ici des graisses qui vont être traitées par séchage et on va voir en quoi consiste ça par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étape pré-traitement. Donc gardez ça en tête s'il vous plaît. Le pré-traitement, ça consiste en un dégrillage, des huilages et aussi des sablages. Alors pour le laveur de sable, s'il vous plaît, les sables lavés, généralement, ils sont destinés à une valorisation technique ou bien surtout en technique routière. Donc, on l'utilise pour les techniques routières, pour les secteurs de construction, BTP et ainsi de suite. À condition, parce que ce n'est pas toujours accepté, donc il y a des conditions, à condition bien sûr qu'ils présentent les caractéristiques exigibles des utilisateurs et des autorités publiques de contrôle. Donc, les sables, normalement, qu'on utilise comme technique routière, qu'on utilise dans la construction, ils vont une certaine granulométrie constante. Ils ont une faible teneur en matière organique, ça veut dire qu'ils doivent être bien lavés. Comme ça, on protège en fait les ouvrages routiers et techniques, et BTP qu'on va faire. Du coup, pas tous les sables vont être acceptés, juste une fraction. Mais quand je dis sable lavé, on élimine la pollution, on peut tout simplement l'évacuer encore une fois dans la nature, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de les faire laver et de faire, bien sûr, voilà, éliminer tout ce qui est matière polluante. Donc, normalement, pour les laver, on fait un criblage pour éliminer les fractions grossières encore une fois. Donc, on fait un criblage dans des tamis ou dans des cribles pour les sables. Et puis, on va leur faire une hydroflottation. C'est quoi une hydroflottation? C'est qu'on va enlever, encore une fois, la matière liquide au niveau de notre sable. Donc, les sables, normalement, aussi, ils sont contaminés par quelques traces de graisse et des huiles. Donc, il faut s'assurer que les huiles et les graisses empoisonnées dans les sables vont être éliminées. Du coup, on va faire une hydroflottation. Ça veut dire on va enlever encore une fois la matière liquide. Donc, on va sécher les sables et en séchant les sables, on élimine donc la matière, la graisse et les huiles. Et on va revenir vers ça par la suite. La même chose pour les graisses. Donc, on fait un épandage. On peut faire un épandage. Voilà, et utiliser les graisses comme valorisation agronomique, notamment comme fertilisant pour le sol. On les mélange avec les boues
et on les utilise comme fertilisant de sol, on peut faire une simple incinération. Ça veut dire on va faire l'incinération des graisses et des huiles avec traitement des fumées. Il faut traiter les fumées, bien sûr, pour protéger l'atmosphère. Mais ça reste une technique avec un coût qui est élevé. Du coup, c'est difficile de l'appliquer économiquement, donc parce qu'il y aura un autre ouvrage pour traiter les fumées. Donc, c'est un coût supplémentaire. Et puis, vous avez le traitement biologique et on va le voir par la suite. Donc, les graisses aussi, ils peuvent subir un traitement biologique qui utilise tout simplement les bactéries pour éliminer, voilà, donc cette matière grossière en graisse. Sinon, après la phase pré-traitement, on aura la phase décantation primaire. Alors après, on va faire le pré-traitement. Vous voyez que l'objectif du pré-traitement, c'est d'enlever les matières de grande taille. Quand je dis sable, quand je dis les graisses, quand je dis les matières grossières, donc ce sont des choses qui sont visibles. Mais l'eau, elle n'est pas encore traitée. Il contient encore des particules qui sont fines, qui sont de petite taille, qu'on doit bien sûr éliminer. Alors c'est pourquoi on passe directement à l'étape décantation primaire, parce qu'il y aura d'autres étapes de décantation. Donc, décantation primaire. Alors, les traitements primaires ont pour objectif de séparer les matières en suspension non retenues par les pré-traitements. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des paramètres, nous avons parlé des matières en suspension comme paramètres, qui se mesurent en milligrammes par mètre cube d'eau. Ça veut dire que ces matières ou ces particules en suspension, ils représentent un paramètre de qualité de l'eau, ou bien ils reflètent le niveau de pollution de cette eau. Alors, généralement, après le traitement, il faut que les matières en suspension soient éliminées le plus que possible. Ça veut dire, si je prends un échantillon en amont et je compare avec un échantillon en aval, je trouve qu'il y a une différence, que le traitement qu'on a fait, il a réduit le paramètre matière en suspension vers un niveau acceptable. Je ne dis pas que ça sera plus de matière en suspension, ce ne sera pas une eau potable, mais une eau claire qui respecte les paramètres qu'on a vus au niveau d'exemple de la loi. Alors là, vous avez l'objectif de cette décantation primaire et aussi des autres étapes qu'on appelle les traitements primaires qu'on va voir, parce que la décantation, le décanteur primaire ou bien la décantation primaire, c'est la première étape de ce qu'on appelle le traitement primaire. Donc ici, vous avez l'objectif, c'est d'éliminer les matières en suspension non retenues par le pré-traitement, qui ne sont pas c'est pas facile de les retenir et c'est pas possible de les retenir à travers une simple décantation dans un dessableur ou bien un simple dégrillage. La séparation est fréquemment réalisée par décantation naturelle. Alors, encore une fois, vous avez un principe de pesanteur, un principe naturel. Les choses qui ont en fait un certain diamètre, voilà, bien qu'ils sont fines, mais ils ont un certain diamètre. Après un certain moment, lorsqu'on laisse cette eau tranquille, sans mélanger, sans rien du tout, vous avez toujours la déposition et la sédimentation de cette matière. Mais l'ouvrage de pré-traitement primaire, il doit être géant, donc il doit être un grand ouvrage pour faciliter la décantation des eaux et pour s'assurer que le temps de séjour de ces eaux dans le décanteur soit convenable pour favoriser la décantation. Le temps de séjour, ça veut dire le temps que ces eaux vont passer dans notre décanteur primaire. Mais toujours, vous avez une décantation qui est naturelle. Généralement, on utilise une décantation naturelle, ça veut dire sur l'effet physique de leur poids, tout simplement. La décantation consiste à faire traverser un bassin par l'effluent à faible vitesse. Alors, lorsque les eaux vont quitter le traitement primaire, après des huilages et des sablages, ils vont être pompés
à faible vitesse dans un bassin, d'accord? Donc, et dans ce bassin, pourquoi une faible vitesse? Parce que si les eaux passent d'une grande vitesse, on n'aura pas le temps suffisant pour les laisser tranquilles et pour laisser les dépôts se décanter vers le fond de notre décanteur primaire. Du coup, il faut entrer les eaux à faible vitesse de façon à ce que les matières en suspension puissent sédimenter tout simplement. Donc, vous avez encore une fois, plusieurs technologies qu'on peut utiliser pour éliminer ou bien pour le décanteur. Donc, il y a plusieurs technologies parce que la géométrie, il joue un rôle, la géométrie de l'ouvrage, sa taille. Donc, le côté dimensionnement, c'est un autre sujet, mais la dimension, il doit être adapté, bien sûr, au nombre ou bien plutôt à la capacité des eaux qui entrent. Donc, le côté, s'il vous plaît, dimensionnement, si vous êtes intéressé par le dimensionnement, il y aura une formation consacrée au dimensionnement des ouvrages voilà, de traitement des eaux. Mais pour une entreprise ou bien pour une station déjà existante, on ne va pas faire le dimensionnement. Le dimensionnement, c'est pour construire une nouvelle station, pour savoir quels sont les ouvrages qui vont être, bien sûr, adaptés à la capacité des eaux qui entrent. Ça veut dire en mètres cubes d'eau qui entrent, quels sont les ouvrages ou bien quelles sont les dimensions ou bien quelle est la dimension optimale de la station et des ouvrages de la station qui vont assurer un bon traitement pour voilà, traiter ces eaux. Mais mis à part le dimensionnement, les décompteurs, ils ont des technologies qui sont différentes et aussi des formes qui sont différentes. Sinon, vous avez quand même des décompteurs qui sont assez connus, qui sont assez répandus, qu'on va voir. Le profil du fond de ce bassin, le bassin, c'est le décanteur primaire. Le profil du fond de ce bassin permet le rassemblement, bien sûr, et la reprise de la suspension obtenue et les bouts déposés sont récupérés par raclage et pompage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dans le décanteur, on fait entrer les effluents à une faible vitesse. Après un certain moment, vous aurez des bouts qui vont être déposés. Pourquoi cette fois-ci on parle de bouts? C'est pas vraiment une matière solide, mais c'est un mélange entre une matière solide et de l'eau, parce que les matières en suspension ici, ils ont un faible diamètre. Du coup, ils empoisonnent toujours une fraction d'eau. Donc, ils sont sous forme de boue. Ils vont être déposés, ils vont être récupérés par raclage et pompage. La décantation, donc ça c'est une évidence ou bien c'est une généralité au niveau des stations d'épuration, une réalité. La décantation permet d'éliminer 50 jusqu'à 60% des matières en suspension. Donc, vous avez des matières en suspension en entrée. À la sortie du décanteur, vous aurez l'élimination de 50% jusqu'à 60% de ces matières en suspension. Et quand on parle de matières en suspension, ils ont toujours une relation avec la pollution organique. Et quand on parle de la pollution organique, comment peut-on mesurer cette pollution? À travers les paramètres qu'on a expliqués l'autre fois, la demande biochimique en oxygène et la demande chimique en oxygène. Donc, si je fais à l'entrée du décanteur primaire à travers le protocole et je fais le calcul, comme on va le voir séparément, si je fais la même chose pour la DCO, alors je prends ces paramètres